Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de notre émission hebdomadaire. C'est un immense plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Sans plus tarder, voici les deux grands dossiers qu'on a préparés pour vous cette semaine à 7 jours sur Terre. D'abord, on se parle d'un problème de plus en plus sérieux qui menace la reprise économique partout à travers l'Amérique du Nord. Il est question de la pénurie de bois d'œuvre. C'est un enjeu majeur dont les impacts pourraient contaminer des secteurs essentiels de l'économie. Mais que se passe-t-il dans l'industrie du bois? Comment des pays comme le Canada et les États-Unis, hautement industrialisés et possédant d'immenses forêts, peuvent-ils se retrouver à importer du bois d'œuvre? La dernière fois que ça s'est produit, c'était la folie des subprimes qui gagnait l'Amérique. Donc doit-on s'inquiéter d'une surchauffe? Il sera question d'inflation et de scénarios à court et à moyen terme. Poursuivons ensuite avec le dossier de l'heure sur la planète géopolitique, soit l'escalade des tensions entre Israël et la Palestine. Des lynchages en pleine rue, des tirs de roquettes par centaines et un climat social de plus en plus explosif. Au moment d'enregistrer cette émission, l'armée israélienne se masse le long de la frontière de Gaza, ce qui pour certains laisse présager la possibilité d'une invasion. Mais que se passe-t-il au Moyen-Orient? Et surtout, comment sommes-nous arrivés à un tel niveau de violence? On aura la chance de revenir sur les événements des dernières semaines et il sera question des possibilités pour une sortie de crise. Tout ça et beaucoup plus cette semaine à 7 jours sur Terre. Disons que la dernière année a été très difficile pour la chaîne d'approvisionnement mondiale, que ce soit les microprocesseurs, les matières premières ou encore les produits du quotidien. Plusieurs industries ont eu énormément de difficultés à s'adapter à un marché dysfonctionnel. Et un des symptômes les plus évidents, les plus explicites et pourtant les moins discutés, c'est la crise du bois d'œuvre qui affecte actuellement l'Amérique du Nord de façon inédite dans l'histoire moderne. Au moment où on se parle, en un an, le prix du bois d'œuvre a augmenté d'environ 300% au Québec et jusqu'à 400% aux États-Unis. L'explosion des prix a des conséquences très sérieuses et en coûte environ 36 000 $ américains plus cher pour construire une nouvelle maison, seulement pour le bois. Dans les grandes villes, ça exacerbe la crise du logement et partout, ça oblige les gens à s'endetter encore plus pour devenir propriétaires. Et c'est pas comme si c'était sur le point de se régler. En fait, plusieurs s'attendent carrément à une pénurie pour l'été 2021, ce qui veut dire que l'Amérique du Nord va devenir une importatrice nette de bois d'œuvre, ce qui est une première depuis des années. La dernière fois que ça s'est produit, c'est au début des années 2000, quand la folie des subprimes a pris naissance aux États-Unis, créant les abus immobiliers qui ont ultimement mené à la crise financière de 2008. Donc il vaut la peine qu'on se pose la question. Qu'est-ce qui se passe exactement? Comment on en est arrivé là? Aujourd'hui, on va essayer de répondre ensemble à ces questions, mais aussi on va essayer de comprendre les implications à long terme, les portes de sortie possibles, ainsi que le rôle de la géopolitique mondiale dans ce qui est en train de se produire. D'abord, pour bien comprendre, il faut remonter à mars 2020, quand sont introduites les premières mesures de confinement en Amérique du Nord. À ce moment-là, l'industrie du bois d'œuvre est très inquiète puisqu'on s'attend à une baisse de la demande, étant donné le ralentissement économique. Donc dès le début, les scieries se mettent à fermer massivement et celles qui restent actives ralentissent leur production. C'est une réponse naturelle. On essaie tous de s'adapter à la situation changeante. Beaucoup de chantiers sont reportés. Les détaillants vident leur inventaire et personne ne sait vraiment combien de temps la situation va durer. Donc assez rapidement, on se retrouve avec une chute drastique de la production de bois d'œuvre et plusieurs dans l'industrie se préparent au pire. Et c'est un peu comme ça que ce qui vient ensuite prend tout le monde par surprise. Au lieu de s'effondrer, la demande en bois d'œuvre explose et l'industrie est incapable de suivre le rythme. Ce que personne n'a vu venir, c'est l'augmentation énorme de la demande pour l'immobilier et la rénovation.
Les raisons sont très simples. Forcés de rester à la maison, beaucoup de gens se sont lancés dans des projets de rénovation pour occuper leur journée, mais aussi pour améliorer leurs conditions. Quand on est pris dans un petit espace, on essaie de l'aménager autant que possible. Maintenant, ajoutez à ça tous les chantiers, toutes les industries qui ont été mises sur pause et qui se mettent progressivement à reprendre de l'activité, et vous avez une tempête parfaite pour une demande absolument inédite en bois d'œuvre. Le problème, c'est que la quantité est limitée et que les scieries sont tout simplement incapables de fournir pour tout le monde en même temps. Et ça, c'est important de le comprendre. Ce ne sont pas les forêts matures qui manquent en Amérique du Nord. Le goulot d'étranglement est vraiment au niveau des scieries qui transforment le bois rond en bois d'œuvre et qui ont une capacité limitée de transformation. Au moment où on se parle, elles tournent déjà à plein régime. Elles ont de la difficulté à trouver des employés et la demande continue d'augmenter. Donc il n'y a pas de miracle. Le prix du bois d'œuvre augmente. Et personne n'en profite vraiment dans l'industrie à part les scieries qui peuvent acheter la matière première au prix qu'elles veulent pour ensuite revendre le bois d'œuvre à des prix astronomiques. Les entrepreneurs en construction n'ont pas vraiment le choix. Ils doivent acheter du bois. Et si c'est plus cher, et ça se reflète directement sur le prix de la maison en question. C'est pas l'entrepreneur qui s'enrichit sur le dos d'un marché dysfonctionnel. Loin de là. Ses coûts de construction sont plus élevés, donc il fait seulement transmettre la facture. Et au moment où on se parle, plus que jamais, les gens ont de l'argent pour investir dans l'immobilier. D'abord, les gouvernements fédéraux du Canada et des États-Unis ont imprimé de l'argent dans des proportions bibliques, dans ce qui est devenu de loin le plus grand événement de création monétaire de l'histoire de l'humanité. Les gens ont de l'argent dans leur poche et conséquemment, le marché immobilier approche de la surchauffe. Aux États-Unis, les mises en chantier dans le secteur résidentiel atteignent des niveaux records et on ne voit aucun signe de ralentissement. Avec des taux d'intérêt historiquement bas, les gens ne regardent pas la dépense. Ils empruntent, tout simplement. Si ça coûte 50 ou 100 000 $ de plus à cause d'un marché dysfonctionnel et d'une pénurie de bois, alors tant pis, il faut ce qu'il faut. Mais évidemment, il y a une limite. Et pour plusieurs, on serait sur le point de l'atteindre. À un certain moment, les gens vont trouver que le prix des maisons et des chantiers est déraisonnable. Ils vont arrêter d'acheter. Le marché va refroidir. Et si la correction est trop importante, il pourrait avoir un impact énorme sur le reste de l'économie. Quand tout le monde a une maison payée trop cher et que personne ne veut racheter ces maisons, les prix du marché s'effondrent et on se retrouve avec un choc immobilier. Donc pour éviter que la pénurie de bois d'œuvre mène à un assèchement du marché immobilier, il faut trouver une solution. Et là, je vous entends déjà me dire, mais Benjamin, c'est complètement absurde. Si nos scieries locales ne sont pas capables de fournir à la demande, pourquoi on ne fait pas juste importer notre bois d'œuvre d'ailleurs? Et je suis d'accord avec vous. Mais le problème, c'est que ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air. D'abord, il faut savoir qu'en temps normal, ceux qui exportent du bois d'œuvre aux autres régions du monde, et ce sont justement le Canada et les États-Unis. Donc quand on se transforme en importateur net, ça a un impact direct et énorme sur le marché mondial. En fait, selon plusieurs experts, l'offre mondiale est tout simplement insuffisante, au moins pour le futur rapproché. Le marché européen est à peu près vide, les inventaires sont bas et la Chine essaie, elle aussi, de dénicher autant de bois que possible pour alimenter sa croissance économique. Ce que ça veut dire, c'est qu'on n'a pas vraiment de solution rapide, que les pays producteurs ont tous un carnet de commandes bien rempli et qu'il faut s'attendre à ce que la hausse des prix soit là pour durer. En fait, les prévisions les plus optimistes estiment que le retour à la normale n'aura pas lieu avant au moins 2 ans et pour plusieurs, ça pourrait même ne jamais revenir comme avant les événements de 2020. Au cours des 10 dernières années, le prix moyen pour un millier de pieds de planche était d'environ 450 $ canadiens. Actuellement, des contrats pour la même quantité se négocient à 1400 $. Et on estime qu'à terme, dans 6 ou 12 mois, quand l'économie aura repris, les prix devraient se stabiliser autour de 850 $, soit encore près du double d'avant la pénurie.
Ce qu'il faut retenir, c'est que la crise du bois d'œuvre va se résorber, mais que le gros de la hausse des prix est là pour durer, au moins pour les 2 prochaines années, puisque la seule manière de régler le problème, c'est d'ouvrir des nouvelles scieries ou encore d'investir dans les installations existantes. Et que ça va prendre du temps. Pour les États-Unis, il y a bien sûr une option pour améliorer l'approvisionnement qui serait très facile à appliquer et qui aurait un impact presque immédiat. Ce serait de lever les tarifs douaniers sur le bois d'œuvre canadien. Depuis des années, le Canada et les États-Unis ont une dispute commerciale sur la question du bois d'œuvre et au moment où on se parle, le bois canadien est soumis à un tarif de 9% aux frontières américaines. En retirant ce tarif ou même en le mettant sur pause, Washington pourrait augmenter les importations de bois canadien et régler une partie de son problème. De manière générale, les producteurs canadiens préfèrent vendre leur bois en vrac aux États-Unis plutôt que de le fournir à un détaillant, même s'il est au Canada. En fait, au Québec, c'est environ 50% de tout le bois d'œuvre qui est exporté vers les États-Unis malgré les tarifs douaniers. Et ça, c'est même s'il en manque au Québec. Donc imaginez si ces tarifs étaient retirés. Ça aiderait certainement la cause américaine, mais en parallèle, ça viendrait exacerber la pénurie au Canada, dont l'industrie se trouverait à combler les besoins américains avant les besoins canadiens. À Washington, l'idée de mettre les tarifs sur pause est prise très au sérieux, mais au Canada, incroyablement, les tarifs frontaliers sont presque devenus une bonne chose puisqu'ils permettent de stopper l'hémorragie en limitant l'export vers les États-Unis. Pour plusieurs, les producteurs canadiens devraient d'abord répondre aux besoins des Canadiens. Récemment, l'Association québécoise des quincailleries et des matériaux de construction a fait une sortie pour demander au gouvernement d'intervenir. Selon l'association, il faut agir maintenant parce que sinon le résultat est prévisible. On va couper plus de forêts pour fournir aux besoins des Américains, tout en devenant nous-mêmes des importateurs nets. Visiblement, c'est indésirable. Il faut aussi prendre le temps d'écouter le point de vue de l'industrie, parce qu'elle a aussi des bons arguments. En temps normal, l'industrie canadienne de la construction est insuffisante pour garder toutes les scieries ouvertes. Donc, pour maintenir les emplois, les scieries ont signé des contrats avec des clients américains qui sont devenus essentiels à leur survie à travers les années. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas simplement se retourner et briser toutes ces relations d'affaires avec les clients américains à cause d'un contexte canadien extraordinaire. Ils ont des engagements et ils refusent catégoriquement que le gouvernement arbitre leur carnet de commandes. Pour l'industrie, il ne faut pas sacrifier les clients américains pour répondre à la demande canadienne. Alors actuellement, c'est l'inverse qui se produit. Les grandes gagnantes de la situation actuelle, ce sont les scieries qui vendent le bois à gros prix, mais aussi les banques qui prêtent le crédit nécessaire pour alimenter la folie immobilière. Un jour, les taux d'intérêt vont revenir à la normale et beaucoup d'hypothèques vont augmenter en conséquence. Pour certains, ce à quoi on assiste actuellement, c'est au début d'un cycle d'inflation. Les signes se multiplient. Il y a trop d'argent dans le système. C'est pas juste le bois. En fait, le prix a explosé pour presque tous les matériaux. Et c'est aussi vrai pour le coût de la main-d'œuvre. Ça pourrait être passager, une simple collision entre la demande accumulée par des mois de dépenses réduites et un approvisionnement limité. Ça, c'est le scénario optimiste. L'autre possibilité, c'est que ce soit le début de quelque chose de beaucoup plus gros, qui aboutisse à une remise en question de la monnaie elle-même. En terminant, je me permets de vous poser la question. Pensez-vous que la crise du bois d'œuvre est une anomalie temporaire ou est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète? Ensuite, est-ce que le Canada devrait prendre des mesures pour protéger son approvisionnement ou est-ce qu'on devrait laisser le marché faire son œuvre? J'ai très hâte de lire vos commentaires là-dessus. Avant de poursuivre, j'aimerais vous montrer une statistique que vous avez le pouvoir de changer dès maintenant. Environ 50% des spectateurs qui regardent l'émission ne sont pas abonnés à la chaîne. C'est souvent par erreur. Moi-même, ça m'arrive de me rendre compte que je ne suis pas abonné à une chaîne alors que je pensais l'être. Et si tout le monde était abonné, on pourrait doubler nos chiffres très rapidement. Donc si ce n'est pas déjà fait, c'est le moment de vérifier et de vous abonner pour rien manquer de nos prochains épisodes.
cours des derniers jours, la situation au Moyen-Orient s'est dramatiquement détériorée, au point où plusieurs parlent désormais de la possibilité d'une nouvelle guerre ouverte entre Israël et la Palestine. Les choses évoluent à une vitesse étourdissante, mais au moment d'enregistrer notre émission, les violences entre Juifs et Arabes atteignent un niveau auquel on n'a pas assisté depuis des décennies. Des gens sont lynchés en pleine rue des deux côtés. Au moins 1600 roquettes ont été lancées sur Israël qui, à son tour, bombarde massivement la bande de Gaza et le bilan des affrontements ne cesse de s'alourdir. C'est certainement l'un des conflits les plus complexes du monde avec des nuances, des sensibilités, des arguments qui datent littéralement de milliers d'années. Donc on n'essaiera pas d'arbitrer l'enjeu ou de vous convaincre de qui a raison. Plutôt aujourd'hui, on va tenter autant que possible de comprendre ce qui se passe, pourquoi ça se produit et quels impacts ça va avoir dans les prochaines semaines et les prochains mois. Évidemment, il va nous falloir un peu de contexte. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis des années, Israël et la Palestine sont dans un conflit presque perpétuel avec des dimensions religieuses, historiques et territoriales. Ce serait le sujet pour une vidéo entière, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'après des années d'affrontements armés, la frontière entre la Palestine et l'État d'Israël est le sujet d'énormément de controverses. Après avoir gagné 2 guerres contre ses voisins arabes en 1948 et en 1967, Israël a pris le contrôle de vastes étendues de territoires comme la péninsule du Sinaï, une partie de la Syrie qu'on appelle les hauteurs du Golan, mais aussi les territoires palestiniens de la bande de Gaza ainsi que de la Cisjordanie. En 1978, Israël a rendu la péninsule du Sinaï à l'Égypte, mais la question de Gaza et de la Cisjordanie est demeurée entière. Dans les années suivantes, les Palestiniens se sont révoltés. On a assisté à des épisodes de violence. Il y a eu des négociations qui ont mené à la signature de nouveaux accords, créant l'autorité palestinienne et donnant un peu d'autonomie aux Palestiniens. Mais pendant tout ce temps-là, des dizaines de milliers de Juifs israéliens se sont installés dans des colonies de peuplement au sein des territoires contestés. Ces colonies sont des sortes de petites villes protégées par les forces israéliennes et qui, pour plusieurs, représentent carrément une occupation du territoire palestinien. La communauté internationale considère que ces colonies sont illégales, mais plus les années passent, plus ça semble devenir un fait irréversible. Aujourd'hui, il y a des centaines de milliers de Juifs israéliens dans les colonies de peuplement et il est très difficile d'imaginer un retour en arrière. D'une certaine manière, la stratégie d'Israël a fonctionné, puisque la présence des colonies complique considérablement la création d'un État pour la Palestine, en morcelant et en divisant son territoire potentiel. Évidemment, les Palestiniens protestent et essaient de bloquer le développement de nouvelles colonies, mais la tendance lourde demeure la même. Progressivement, ils sont expulsés de ce qu'ils considèrent comme leur territoire par des colonies israéliennes. Et c'est un peu dans ce contexte que se produit l'escalade à laquelle on assiste actuellement. Dans les derniers mois, les tensions entre Juifs et musulmans ont augmenté à la suite d'une multitude d'événements, mais surtout à cause de l'expulsion de nombreux résidents palestiniens en faveur de colonies israéliennes. Entre janvier et avril 2021, Israël a démoli 50 résidences habitées par des Palestiniens, a émis des notices d'expulsion pour 40 autres et a approuvé la construction de 5000 nouvelles résidences à Jérusalem-Est, une zone que réclament les deux côtés et qui a une importance religieuse extraordinaire. Parce qu'il faut comprendre que c'est à Jérusalem-Est que se trouvent certains des sites les plus sacrés du judaïsme, de la chrétienté, mais aussi de l'islam. Jérusalem est aujourd'hui entièrement sous le contrôle d'Israël, qui en a fait sa capitale réunifiée, mais il reste des quartiers à majorité palestinienne, comme celui de Sheikh Jarrah, et c'est surtout là qu'ont lieu les expulsions. Évidemment, vous comprendrez que ces expulsions sont la source d'énormément de tensions. Donc on assiste dans les dernières semaines à des affrontements, à des provocations violentes des deux côtés, à de la brutalité policière et à des insurrections armées. Bref, c'est carrément un climat de guerre civile qui règne en Israël. Le 7 mai dernier, la tension est prête à exploser. Des milliers de Palestiniens se réunissent pour prier à la mosquée
de Al-Aqsa, le troisième site le plus sacré de l'islam. Mais ce soir-là, on sent qu'il y a de l'électricité dans l'air. La soirée vire à l'émeute. Les Palestiniens sont frustrés par les expulsions, par des années de négligence, et certains d'entre eux se mettent à lancer des roches et des bouteilles en direction de la police israélienne. La police, de son côté, réplique en lançant des grenades assourdissantes et des balles en caoutchouc sur des Palestiniens rassemblés à la mosquée. Les femmes sont atteintes, les enfants aussi, et plusieurs balles et grenades aboutissent même directement dans l'enceinte de la mosquée. C'est un désastre. Au moins 300 civils palestiniens sont blessés et la communauté internationale est choquée. Joe Biden appelle Israël à la retenue. Mais Netanyahou lui répond de se mêler de ses affaires. C'est une question interne. Dans les jours suivants, on sent que le pays est une vraie poudrière qui ne demande seulement qu'à exploser. Le 10 mai, 3 jours après les événements de Al-Aqsa, c'est la journée de la libération de Jérusalem, une fête nationale israélienne qui célèbre la conquête de Jérusalem par Israël en 1967. Vous comprendrez que c'est pas le meilleur moment pour défiler dans les rues, mais quand même, des dizaines de milliers de nationalistes israéliens ont l'intention de parader pour souligner l'événement. Les Palestiniens le voient comme une provocation, et la table est mise pour un affrontement. En matinée, des milliers de manifestants palestiniens affrontent la police israélienne au mont du Temple, un lieu sacré du judaïsme mais aussi de l'islam, puisque c'est sur le mont du Temple qu'est construite la mosquée Al-Aqsa. Les affrontements entre la police et les manifestants sont très violents. Donc durant la journée, le Hamas, le groupe islamiste qui dirige la bande de Gaza, donne un ultimatum à la police israélienne. Elle doit se retirer du mont du Temple avant 18 heures, sans quoi le Hamas répliquerait avec des attaques sur Israël. Mais Israël ignore l'ultimatum. À 18 heures, la police est toujours sur place et des douzaines de roquettes sont lancées depuis la bande de Gaza en direction de l'État d'Israël. Les participants de la parade au son des sirènes d'alarme se dispersent et se mettent à l'abri. Le Hamas crie victoire. Mais durant la nuit, les forces armées israéliennes répliquent par des frappes aériennes sur des centaines de cibles dans la bande de Gaza liées aux activités du Hamas. Israël annonce que c'est seulement que le début, que l'opération va durer plusieurs jours et que les frappes vont continuer. Dans les jours qui suivent, on assiste à une escalade drastique de la violence qui fait craindre le pire à la communauté internationale. Des tours résidentiels utilisés pour les opérations du Hamas sont attaqués. Des civils et des enfants perdent la vie par dizaines. Le Hamas répond avec des centaines de tirs de roquettes vers Israël, environ 1600 au dernier décompte, et ça augmente à toutes les heures. Jusqu'à 90% de ces roquettes sont neutralisées par le dôme de fer, le bouclier antimissile israélien, mais quand même, une quantité surprenante réussit à percer le ciel et à faire des morts et des blessés en Israël. En réponse, le gouvernement israélien déploie l'armée au bord de la frontière avec Gaza. Et certains affirment que ce qui est en train de se préparer, c'est carrément une invasion de la bande de Gaza par l'armée israélienne. Il n'est plus question d'une poudrière. Au moment d'enregistrer l'émission, Israël est littéralement en feu. Parce qu'au même moment où a lieu l'affrontement avec le Hamas dans la bande de Gaza, il y a une autre crise énorme, parallèle mais indissociable, qui menace le pays de l'intérieur. Et ce sont les violences extrêmes entre les citoyens israéliens, juifs et palestiniens, particulièrement dans les zones contestées et les villes mixtes où on trouve les deux. On est à un cheveu de la guerre civile. C'est juifs contre arabes et arabes contre juifs. Dans certains quartiers, des juifs battent à mort des arabes en pleine rue, empêchent les ambulances de circuler et détruisent les entreprises appartenant à des Palestiniens. Dans d'autres endroits, ce sont les Arabes qui lynchent les Juifs et qui brûlent des synagogues. C'est le chaos le plus total. Et la police est incapable de maintenir l'ordre. En fait, à certaines occasions, elle refuse carrément d'intervenir et le premier ministre Netanyahou est forcé d'envoyer des quantités massives de renforts depuis la réserve de l'armée israélienne. אתם לא יכולים לקחת את החוק לידיים. אתם לא יכולים לבוא ולקחת אזרח ערבי פשוט
ולנסות לעשות לו לינץ', שום דבר לא מצדיק לינץ' של ערבים ביהודים, ושום דבר לא מצדיק לינץ' של יהודים בערבים. אנחנו לא נקבל את זה. זה לא אנחנו. Des deux côtés, on sent que la haine est à son paroxysme et qu'il va être extrêmement difficile de désescalader la situation. Normalement, c'est la communauté internationale qui réussit à calmer le jeu en appelant un cessez-le-feu puis à des négociations. Mais cette fois-ci, elle reste très prudente ou appuie carrément la manœuvre d'Israël. En Allemagne, on évoque le droit d'Israël à se défendre. En Russie, Poutine appelle aux négociations, mais la résolution est bloquée par les États-Unis au Conseil de sécurité. Lorsque la question lui est posée, le président des États-Unis affirme aussi qu'Israël a le droit de se défendre, ce qui signifie essentiellement que l'Amérique n'a pas l'intention d'intervenir. Sur la gauche, sa position est sévèrement critiquée, puisque même si le Moyen-Orient est loin des priorités de Biden, les États-Unis fournissent quand même 3,8 milliards de dollars en armement pour la défense israélienne à chaque année. Il faut dire que les lobbies pro-israéliens sont extrêmement influents aux États-Unis et que depuis son arrivée, Joe Biden n'a renversé absolument aucune des décisions controversées de Donald Trump qui allaient dans la faveur d'Israël, comme la reconnaissance de Jérusalem comme capitale ou l'appui aux colonies de peuplement, par exemple. On en a parlé à plusieurs occasions dans les épisodes précédents. L'Amérique veut sortir du Moyen-Orient pour pivoter vers l'Asie. En fait, après presque 6 mois à la Maison-Blanche, Joe Biden n'a pas encore nommé d'ambassadeur pour Israël. Disons que c'est un peu un message, comme quoi les priorités sont ailleurs en matière de politique étrangère. Ensuite, vous avez les pays arabes qui, normalement, seraient les premiers à appuyer la Palestine et à mettre de la pression sur Israël pour qu'elle cesse les bombardements. Ce sont les alliés traditionnels qui peuvent parler au nom de la Palestine, mais en ce moment, ils sont relativement silencieux. Parce qu'il faut se rappeler que plusieurs d'entre eux sont au beau milieu d'un processus de normalisation de leur relation avec Israël. Donc c'est pas nécessairement le meilleur moment pour dénoncer Tel Aviv et utiliser un langage agressif. Plutôt, on appelle les deux côtés à la désescalade. On rappelle l'importance du dialogue, mais personne n'est vraiment prêt à ruiner le processus de paix avec Israël au nom de la Palestine ou de la bande de Gaza. Le résultat, c'est qu'Israël a les coudées franches pour agir en toute impunité, puisque sans appui international, le peuple palestinien est plus isolé et plus vulnérable que jamais. Il faut le reconnaître, le combat est complètement asymétrique. D'un côté, vous avez une puissance régionale avec un armement moderne et un réseau de renseignement archi-développé, alors que de l'autre, vous avez un camp de réfugiés à ciel ouvert, sans armée, sans vrai gouvernement et sans ressources. Au niveau politique et social, la situation va avoir un impact permanent et pourrait complètement transformer la dynamique dans la région pour les années à venir. Le débat autour de la question palestinienne dure depuis des années, et avec le temps, le consensus, c'est qu'il y a deux options. L'option 1, c'est qu'Israël donne des droits égaux au peuple palestinien et qu'il soit traité comme dans n'importe quelle démocratie. Les deux peuples devraient vivre en paix et apprendre à partager le pouvoir. Mais au moment où on se parle, les violences sont tellement graves entre les citoyens arabes et juifs israéliens que c'est carrément la coexistence nationale au sein de l'État d'Israël qui est remise en question. En fait, pour plusieurs, il y a longtemps qu'on a franchi le point de non-retour. Donc depuis des années, la solution officielle que tout le monde espère, c'est une solution à deux États, ce qui voudrait dire un État pour Israël et un autre pour la Palestine. Évidemment, c'est ce que veut la Palestine. Mais Israël, aujourd'hui, refuse la naissance d'un État palestinien puisqu'elle considère qu'il serait dirigé par des radicaux et qu'il constituerait une menace à sa sécurité nationale. Et là-dessus, il faut concéder que l'argument a du mérite. Le Hamas fait partie, avec le Hezbollah, du grand réseau de proxys iraniens qui servent à mener la guerre indirectement à l'État d'Israël, au nom de l'Iran. Dans le conflit actuel, ce sont largement des roquettes fournies par l'Iran qui s'abattent sur les villes israéliennes. C'est un énorme bourbier dans lequel personne n'a vraiment envie de s'impliquer, et ça joue directement en la faveur d'Israël, en raison de son avantage militaire.
Mais la réalité, c'est qu'il n'existe pas de porte de sortie militaire au conflit israélo-palestinien. Parce que même si Israël décidait d'aller de l'avant avec une invasion de la bande de Gaza, même si le Hamas était décapité et remplacé par un autre gouvernement plus modéré, ça ne réglerait pas la question fondamentale, celle de la place du peuple palestinien et de son droit à l'autodétermination. Les solutions militaires qui ne répondent pas à cette question fondamentale ne seront jamais plus que temporaires et partielles. Et ça, Israël le sait très bien. Mais l'objectif en ce moment, c'est pas de régler la question palestinienne, c'est seulement d'infliger le plus de dommages possible au Hamas avant que le conflit ne refroidisse. Netanyahou sait parfaitement jusqu'où il peut aller sans déclencher une réponse internationale. Et il risque fort d'aller jusqu'au bout, puisque la situation joue directement en sa faveur. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, une alliance de ses opposants négociait pour prendre le pouvoir et le pousser dans l'opposition. Avec les récents développements, il y a fort à parier que Netanyahou est là pour rester. En Israël, il est vu comme un symbole de stabilité, de force contre l'Iran et d'autorité face au peuple palestinien. Plus les affrontements sont intenses, moins ils risquent d'être renversés. En plus, l'affrontement des derniers jours a radicalisé le pouvoir palestinien et le Hamas est plus populaire que jamais. Netanyahou se frotte les mains. Non seulement il a disqualifié la solution à 2 États pour les années à venir, mais il s'accroche au pouvoir en se rendant indispensable. Et c'est pas tout. Il réussit en même temps à faire avouer à Washington, du bout des lèvres et contre sa volonté, que l'appui à l'État d'Israël est encore et toujours total et inconditionnel. Ce qu'on risque de voir dans les prochaines semaines, c'est une implication de la Turquie et de l'Iran qui vont se lever pour défendre la Palestine, puisque les deux essaient de se positionner en tant que leaders du monde musulman. Ils vont certainement pousser pour un cessez-le-feu, mais la réalité, c'est que ce n'est pas dans l'intérêt d'Israël actuellement. À tous les jours, le Hamas lance des centaines de roquettes et ses réserves de munitions sont loin d'être illimitées. Très bientôt, le Hamas aura besoin d'être réapprovisionné par l'Iran. Le groupe va devoir se réorganiser et les blessés vont devoir être soignés. Et ça, c'est précisément ce que veut Israël. Que le Hamas ne soit plus en position de résister à une invasion. Ainsi, la menace des troupes israéliennes le long de la frontière devient beaucoup plus grave et le Hamas se trouve à négocier en position de faiblesse avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Il y aura éventuellement des négociations, c'est clair, mais ça se fera selon les termes d'Israël. Donc je me permets de vous poser la question, selon vous, comment va se terminer le conflit en Israël? Est-ce qu'on a franchi un point de non-retour ou est-ce que la solution à 2 États est encore la cible à viser? Évidemment, nous avons fait aujourd'hui un résumé des événements récents. On ne pourrait pas traiter de toutes les nuances dans une aussi courte vidéo, donc soyez indulgents avec nous, puisque c'est un des conflits les plus émotifs du monde et qu'on a tenté de vous le présenter aussi objectivement que possible. Tout le monde a son opinion sur qui est responsable des événements actuels et ça risque d'être une de nos vidéos les plus controversées. En fait, vous avez peut-être remarqué qu'exceptionnellement, cette émission n'est pas monétisée. On a choisi de faire un X sur les revenus publicitaires cette semaine, justement pour pouvoir aborder ce qui se passe en Israël. Si on peut prendre ce genre de décision, c'est grâce à nos milliers de contributeurs qui participent à la production de cette émission à partir de seulement $1 par mois. Si vous souhaitez faire un don direct à l'émission, vous pouvez aussi le faire en quelques clics seulement au 7jourssurterre.com/abonnement. C'était Benjamin Tremblay et 7 jours sur Terre. À la semaine prochaine. « 7 jours sur Terre », c'est un média 100% indépendant qui est financé exclusivement par les contributions de ses membres exclusifs pour aussi peu que 99 sous par mois. En plus de permettre la production de cette émission, les membres exclusifs ont accès à une tonne de contenu qui leur est entièrement réservé, dont un segment complet de cette émission, ainsi qu'une revue de presse à chaque semaine où on revient sans script sur les grands dossiers d'actualité. Pour devenir membre, c'est super simple, ça se fait en quelques clics seulement au 7jourssurterre.com/abonnement.
Merci et à très bientôt.